Donc les slides sont en anglais et on parle en français, ce qui nous vaudra quelques bégaiements. Donc vous nous excuserez par avance. Donc là, on parle de la première plateforme matériaux pour l'optimisation des routes. Et avant de se lancer dans ce que c'est, on démarre par quelques préambules. À savoir, le premier, c'est la façon de réaliser des routes qui est en train d'évoluer en fait de ce qu'elle a toujours été, de design performantiel, mécanique, alors on a mis 20e siècle, 21e siècle. La barre n'est pas franche à l'an 2000, hein, mais c'est quand même un mouvement qui est en train de s'accélérer. On n'est plus seulement sur du design mécanique ou du performantiel mécanique. On a un nombre de contraintes aujourd'hui qui viennent s'additionner dès la conception, dès le design, puisque l'ingénierie routière doit considérer les contraintes environnementales, les émissions de carbone, les dimensions sociétales, les dimensions sociales, la consommation des matériaux, et j'en passe, la sécurité, les entretiens à venir, les scénarios divers, etc. Donc ça devient un sujet en fait complexe et on demande dès la conception d'intégrer de plus en plus. Et la digitalisation qui va avec va accélérer ce mouvement et on y participe avec ce qu'on vous présente. Donc ça devient plus compliqué en résumé. Deuxième point, c'est la taille qu'il faut bien avoir à l'esprit, la taille du marché routier, qui est un marché colossal, année après année, qui représente près de 1% du PIB mondial. 500 milliards de dollars ou d'euros, ce qui est l'investissement routier neuf et maintenance à travers le globe. C'est 1% du PIB mondial. Quand on connaît les déficits qui sont autorisés sur les PIB, quand on connaît les taux d'endettement des pays sur les PIB, c'est quand même loin d'être neutre et la route est donc l'asset public le plus important en fait dans la quasi-totalité des pays et pas souvent suffisamment managé. Donc en fait on reverse cette dotation de 1% ou presque globalement avec peu de visibilité, un management insuffisant et donc ça aussi c'est une problématique qu'on a voulu aborder. Alors, qu'on a voulu aborder comment? Le challenge de la route, c'est la relation route-matériaux. Roads are material intensive, c'est peu de le dire, hein, parce que les routes ne sont que des matériaux, en fait. 40 000 tonnes de matériaux par kilomètre d'autoroute, 1300 tonnes de carbone émis d'équivalent carbone pour le même kilomètre, et entre 25 et 40% selon le type de route, selon le type d'économie, selon le type de cas, du coût direct des matériaux dans ces projets routiers. Donc là, on parle de toutes les routes, hein, depuis la route tertiaire rurale jusqu'à l'autoroute ou la concession. Donc, on a un impact en fait de ces routes qu'on voit dans la slide suivante, un impact très important. Visuellement, déjà, on constate assez bien que ce ne sont que des matériaux. Et ça, c'est une particularité de la route. Dans l'intensivité matériaux, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'autres ouvrages qui aient une telle intensité de matériaux, puisque là, on est vraiment sur des empilements et on ne se contente pas de les empiler, on les compacte en plus. Donc, c'est vraiment le maximum de matériaux qu'on puisse avoir. Donc ça, c'est un élément très important. Vous voyez en haut à gauche, le choix de ces couches de matériaux, la typologie de ces matériaux va avoir un impact sur le coût de construction à hauteur de 60%. Donc là, pas seulement direct, mais aussi indirect, à savoir avec aussi la logistique, les coûts de placement, de mise en œuvre, les coûts de contrôle qualité, l'impact des choix qui vont être faits sur le programme de mise en œuvre, sur le planning des travaux. Donc, c'est vraiment déterminant, en fait, hein, le choix de ces couches de matériaux sur le coût de construction du projet. Quant au carbone, 85% sera impacté, 85% de l'émission de la route physique sera impacté par les matériaux et ce choix de matériaux. Bon. Donc, un impact majeur. En haut à droite, vous voyez un autre élément qui est la value chain fragmented. Donc, cette fragmentation et ce nombre d'acteurs qui vient intervenir sur la route, avec trois grandes phases, le design ou pré-design. Enfin, on n'a pas détaillé au dernier degré parce que
c'est encore plus important que ça, en fait. Mais bon, il y a toute la dimension design et procurement en amont, ensuite l'exécution des travaux et ensuite les opérations maintenance. Au milieu de ça, une ligne rouge qui s'appelle l'appel d'offres public pour la grande majorité des cas, puisque l'investissement routier est autour de 80% public en général. Et donc, dans la grande majorité des cas, un appel d'offres public. Avec tous les bienfaits de l'appel d'offres public, il faut bien comprendre que notre projet n'est pas un réquisitoire contre l'appel d'offres public, bien au contraire. On respecte tout ça sans difficulté, mais il faut reconnaître qu'il y a des difficultés d'information pour passer cette ligne rouge. Et le bas de la chaîne, qui est un monde de construction, de material supply, d'equipment, de matériel, communique finalement assez peu avec le haut de la chaîne, qui est un monde de décision, de financement, de montage de dossiers, de prise d'options publiques, donc qui est un monde qui a ses propres complexités également à gérer. Et donc, entre les deux, peu d'échanges en ce qui concerne les matériaux qui viennent vraiment à la fin de la chaîne. Hein. Les matériaux sont en général sourcés et mis en œuvre vraiment à l'exécution du projet et on s'en soucie assez peu avant. Et donc là, ce qu'on a appelé le knowledge gap sur ces matériaux, donc tous azimuts, hein, vous avez parlé tout à l'heure des caractéristiques des matériaux, donc c'est de ça dont il s'agit, leur prix, leur logistique, leur emplacement, leur qualité, leur quantité, leur taux d'émission, leur mode de fabrication, leur durabilité. Tout ça est inconnu en fait au moment où on design les projets. Or, et j'en finis avec ça, une fois qu'on a passé la ligne rouge, il est très compliqué de revenir en arrière, ou quand ça se fait vraiment à haut prix, en termes de délai, en termes de réclamation, en termes d'impact sur le projet. Donc, une fois qu'on a passé cette ligne rouge, il est très probable que le design qui a été déterminé va rester jusqu'à l'exécution. Et donc, tout ça nous conduit à ce qui est marqué en bas à droite, à des routes non optimisées. En moyenne, 15% du coût pourrait être corrigé si on s'y prenait dès en amont avec la bonne solution dans l'environnement donné, parce que une difficulté qu'on n'a pas soulignée là, c'est que l'environnement d'un projet routier change à chaque projet, puisque chaque projet est par définition pour une route pas au même endroit. Et donc les cartographies changent, les fournitures, les fournisseurs, les qualités changent, et donc on n'a pas de solution miracle qui pourra s'appliquer partout. Donc il faut réarticuler cette chose-là, ce que les constructeurs savent très bien, et, puisque c'est leur quotidien. Mais voilà, on se propose de faire fonctionner un petit peu mieux la chaîne d'information entre la construction et la décision grâce au digital. Voilà. On a cité le coût, mais c'est valide aussi pour le carbone, pour le cycle de vie, enfin toutes ces dimensions qu'on abordait tout à l'heure ne sont pas connues et pourraient l'être en anticipant un peu et en connaissant bien les matériaux. Donc la solution à ça, eh ben, c'est ORIS. ORIS, ça signifie, puisque vous vous posez la question, Sourcing Intelligence for Road Optimization. Sourcing Intelligence for Road Optimization, c'est un acronyme, reverse acronyme, et c'est constitué de 3 blocs que je vais laisser Renaud nous présenter. C'est une Material Intelligence Platform qui disent bien chacun 3 choses différentes. Oui, donc merci. Effectivement, on a conçu une solution avec ORIS qui cherche à vraiment venir occuper ce manque de connaissances sur les matériaux pour le rendre accessible à l'ensemble des acteurs. 3 blocs principalement, une base de données de matériaux, où sont les matériaux et quelles sont leurs caractéristiques, et une base de, alors, ce qu'on a mis intelligence, c'est-à-dire à la fois des algorithmes d'intelligence artificielle, comment on traduit les normes de conception routière, comment on traduit des normes de choix des matériaux, des règles de calcul logistique, des règles de dimensionnement. Donc tout un ensemble de connaissances qui sont traduites sous forme algorithmique pour pouvoir vraiment aller
chercher et valoriser l'information qui est dans la base de données matériaux et héberger tout cet échange d'informations et ces flux sur une plateforme sécurisée et qui a vocation à être accessible par l'ensemble de l'industrie ou les fournisseurs de matériaux ou les ingénieristes ou des propriétaires d'ouvrages pour faire l'analyse l'analyse de l'impact des matériaux sur leur projet. Pour cette partie plateforme, on travaille notamment avec IBM pour toute la partie construction de la plateforme et sécurisation de la donnée. Et une autre information importante que je préfère dire dès maintenant aussi, quand on parle de base de données matériaux, on n'est pas sur les matériaux du groupe Lafarge-Holcim, ça n'aurait que peu d'intérêt. Vraiment, l'intérêt, c'est de ramener le bénéfice au niveau du projet et donc d'avoir ce service qui, de manière agnostique, va comparer les solutions, quel que soit le fournisseur. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre d'un projet routier? Par exemple, très en amont, dès les premières phases, quand on connaît les trafics qui sont attendus, la période, la durée de vie, les classes de plateforme ou les comportements des sols en place, on peut déterminer un certain nombre de solutions qui, en termes de performance, vont répondre aux critères du projet. Et aujourd'hui, une manière de faire est parfois d'utiliser la solution qu'on connaît, avec laquelle on est à l'aise, qu'on a utilisée régulièrement. Ici, à Ecoris, ça va permettre de comparer un ensemble de solutions plus élevées et d'avoir une évaluation de ces solutions selon 4 critères. Un critère de coût, le coût d'approvisionnement en matières premières, le coût de construction de la solution et les coûts de logistique associés. Une dimension environnementale qui est le calcul de l'empreinte carbone, donc des gaz à effet de serre émis pour la production des matériaux et la construction de la chaussée, mais également l'impact que cette décision sur le design peut avoir pendant la phase d'utilisation, donc ou sur la récurrence de maintenance, ou bien sur la consommation des véhicules ou sur l'albédo, donc l'effet de réflexion des rayons solaires sur la chaussée. Donc tout ça peut être modélisé et pris en compte pour faire une analyse environnementale de la solution. Troisième dimension, la durabilité. On en a parlé à plusieurs reprises. Donc quel est l'effet du cycle de vie? De la même manière, des modèles qui prédisent l'endommagement des couches de surface et des chaussées qui peuvent permettre d'associer à différents dimensionnements et structures de chaussée, différents cycles de maintenance, et donc d'analyser ce suivi-là selon la dimension coût et environnementale. Dernière dimension, la partie ressources naturelles. On en a parlé sur la traçabilité des matériaux tout à l'heure. Qu'est-ce qui est disponible localement autour de mon projet? Quelle est la quantité de matière que je pourrais réemployer dans mes phases de maintenance ou de réhabilitation dans le futur, et également quelle quantité de matériaux issus du recyclage ou de la démolition je pourrais employer dans un design plutôt qu'un autre. Globalement, l'idée derrière ça, c'est vraiment de fournir une consommation de ressources naturelles intelligentes et de limiter l'extraction de nouveaux matériaux, et donc on a aussi cette dimension de extraction de ressources naturelles. Quels sont les bénéfices qu'on a observés? Donc, sur ces 4 grandes dimensions, il y a moyen d'aller atteindre des performances très importantes sur chacune de ces dimensions de manière indépendante, je dirais. Donc, sur l'aspect coût, budget, on a observé dans nos projets, nos expériences, environ 30% de réduction de coûts. Sur la partie CO2, ça c'est aussi prouvé dans d'autres cas, on peut réduire par 2 en considérant bien le contexte matériau, on peut réduire par 2 les émissions à la construction. Et puis sur la durabilité du choix des matériaux, l'impact sur la maintenance et l'impact sur les ressources naturelles. Ce qui est important de voir, c'est que ce qu'on apporte, c'est une comparaison de ces 4 dimensions en parallèle, et donc il n'y a pas de solution qui va optimiser ces 4 dimensions en même temps. En tout cas, c'est très rare.
Et ça va pas être ces niveaux-là à chaque fois. Mais l'important, c'est d'être en mesure d'avoir ces 4 dimensions en parallèle pour prendre la bonne décision et d'être garder le contrôle sur cette prise de décision-là et pas uniquement se concentrer sur un seul de ces critères et puis accepter les autres qui suivent. Juste avant ce modèle, rajouter un mot sur la demande, les demandes qu'on voit arriver aujourd'hui sur on a construit l'outil en capacité de comparer des solutions pour trouver la meilleure. On voit aussi arriver une demande très forte de simplement mesurer et d'être capable de dire je vais faire ce projet, quel est son impact, pour rentrer dans des logiques justement de contrôle en amont d'engagements qui sont pris par le monde de la finance, comment dire, les commitments multilatéraux, toutes ces dimensions internationales en fait, avec des objectifs à X% à tant d'années. Et en fait, on manque d'outils de mesure. Donc, Auris peut aussi apporter la dimension mesure, même sans comparaison, je dirais. Bon. Alors, sur la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est une plateforme. Donc, la Farge-Holcim a basé en fait cette plateforme sur son expertise en matériaux. Je rappelle que la Farge-Holcim étant le leader mondial des matériaux, on n'a pas trop de difficulté à qualifier cette expertise qui est réelle dans 70 pays avec vraiment de la compétence, de la connaissance, de l'accumulation de savoir depuis des dizaines et centaines d'années parfois. Donc, on met en fait tout ça à disposition en mode plateforme. Donc, c'est un mouvement qui est assez moderne et assez radical hein, pour le coup. On va exposer cette connaissance en mode plateforme pour que chacun puisse venir s'y servir. Et donc, on voit tous les acteurs là, de la chaîne de valeur qui viennent potentiellement y trouver un service, une fonction, un KPI, une information, une comparaison, une mesure, un impact. Bon, c'est tout ce qu'on est en train de construire en fait autour de cette donnée matériaux. Et le but, évidemment, c'est de l'offrir au plus grand nombre pour assurer qu'on soit bien dans une trajectoire de route durable, de sustainable development, de développement durable, pardon. Donc pas seulement sur la durabilité de l'ouvrage, mais dans l'ensemble du concept développement durable. Et donc on va rajouter des modules aussi aux 4 qui ont été présentés là. On va rajouter des modules dans le temps sur différentes fonctionnalités qui nous sont demandées et qu'on voit arriver. Donc, on a un backlog qui est assez complet. Voilà, on peut s'arrêter sur celle-ci, là, juste pour clarifier le propos. Donc, quand on voit ça en mode circulaire, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Il y a tout ce qu'on appelle les user groups, donc les groupes d'usage de ces datas, les autorités publiques, les banques de développement, les opérateurs concessionnaires, les contracteurs, les matériaux suppliers qui jouent un rôle aussi de fournisseurs de la plateforme. Et tout ça gravite autour d'une économie de plateforme, intercommunique, donc vont chercher de la data et de l'information et du service, mais à terme aussi pourront intercommuniquer entre eux. C'est pour ça que dans la slide d'avant, on l'a intitulé interopérabilité. En fait, on ouvre une capacité du BIM d'interopérer entre les différents acteurs qui normalement n'agissent pas en même temps. Voilà. Et donc, c'est cette interopérabilité qui est riche de plein de nouvelles fonctionnalités. En fait. On transforme la séquence routière qu'on a vue au tout début de la présentation, qui est très, très linéaire, avec les acteurs qui interviennent les uns après les autres, en une séquence plus circulaire où chacun interagit en temps réel, à son niveau, avec ses impératifs et ses enjeux, sur le même bassin de data. En fait. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ah, je vois qu'il y a quelque chose dans le chat. Pour l'apéro, c'est avec plaisir. Très bien. Mais dès que tout ça sera un peu plus facile, de toute façon, l'activité Infravenir reprend. On a pas mal de choses qui sont prévues et ce sera peut-être l'occasion pour Nicolas et Renaud de nous rejoindre sur une de nos interventions à Paris et de trinquer avec nous. Avec plaisir. Très volontiers. Merci en tout cas de cette invitation et de ces échanges très intéressants. Et puis, on reste disponible.
Ben, en tout cas, merci à vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez vu dans l'invitation qu'il y avait les liens LinkedIn de Renaud et Nicolas. Donc, je suis persuadée, les connaissants, qui seront tout à fait prompts à vous répondre aux besoins. Et puis, bah, moi, j'ai plus qu'à vous dire à une prochaine intervention. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.